السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bienvenue pour cette conférence qui portera sur le dernier livre de Bernard Lugan que je tiens dans la main, le Sahara occidental en 10 questions, et que malheureusement beaucoup d'entre vous n'ont pas pu acheter en raison de la qualité du livre. Et comme j'ai dit à Bernard Lugan, c'est de votre faute, vous n'avez qu'à ne pas écrire de bons livres. Voilà. Merci Bernard Lugan pour sa disponibilité et pour l'amour qu'il porte à ce pays, mais par-dessus tout pour la rigueur de son travail et pour sa méthode. Alors ce livre, en apparence d'à peine une centaine de pages, que j'ai pour habitude de qualifier de petit livre par la taille mais de grand par le contenu, est un livre qui a la vertu d'être direct, d'être pointilleux au niveau des aspects relatifs au droit international, qu'il arrive à combiner avec brio avec l'histoire et l'approche historique. Et la première question que je poserai, que je pose à chaque fois à Bernard Lugan, pourquoi ce titre-là, sachant que beaucoup de Marocains qui vous suivent et qui vous admirent, qui n'ont pas lu le livre, ont été choqués par le titre. Et donc j'ai dû m'ériger en avocat de Bernard Lugan pour expliquer, attendez de lire le livre, vous allez comprendre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à la question du titre? Pourquoi pas le Sahara marocain? Si j'avais publié un livre, Le Sahara marocain en 10 questions, avec le drapeau chérifien, une photo de Sa Majesté Mohamed VI et une photo de la Marche verte, je crois que ça aurait fait beaucoup plaisir aux Marocains et ça n'aurait servi à rien pour faire avancer le dossier vis-à-vis de l'opinion européenne, française ou autre. Parce que j'ai fait ce livre à la suite de conférences que j'ai données quand j'ai présenté mon histoire du Maroc. Et l'on m'a posé énormément de questions. Chaque fois, les questions étaient les suivantes. Que faut-il comprendre de la question du Sahara occidental? Jamais la question du Sahara marocain. Parce que nous, au Maroc, nous savons que le Sahara est marocain. Mais la propagande algérienne, que la réalité géographique qu'est le Sahara occidental, qui n'est qu'une réalité géographique, est devenue dans la vulgate et dans l'esprit et dans la presse et dans la politique une réalité politique. Donc c'est pour cela que j'ai attendu à être une réalité politique. Donc c'est pour cela que j'ai voulu faire un livre qui, autour de 10 questions, aboutissent à la démonstration que le Sahara est marocain. Donc il s'agit d'un choix stratégique pour accroître l'efficacité du livre afin de cibler les opinions publiques occidentales et internationales au sens large du terme. Pour que ce livre ne soit pas lu qu'uniquement au Maroc. Tout à fait. La deuxième question est en rapport avec la notion de peuple. Parce que tout l'argumentaire algérien, etc., s'articule autour du principe d'autodétermination des peuples. Mais la première question, c'est de définir un peuple sahraoui. Le Sahara, c'est un immense désert qui part de l'Atlantique et qui va jusqu'à la mer Rouge. Donc géographiquement, il y a un Sahara oriental, il y a un Sahara central, il y a un Sahara de l'ouest. Les Touaregs, ce sont des Sahraouis. Les habitants de la Libye, à Mourzouk, ce sont des Sahraouis. Les Algériens de la région de Tours, de Biskra, ce sont des Sahraouis. Sahraoui, c'est l'habitant du Sahara. Parce que le Maroc, à la différence de l'Algérie, où ce problème se pose en Algérie, avec les Touaregs, mais pas au Maroc, parce que le Maroc est un vieil État, un vieil empire, dans lequel il y a une fusion qui se fait, même si chacun garde son identité, elle se fait autour de la fusion de l'État national. Tout à fait. Et autour de la personne du souverain. Alors, troisième élément, le Maroc a été l'objet d'une double occupation, espagnole et française. Et vous citez des articles du droit international qui évoquent les modalités de décolonisation. Et que la modalité qui concerne le Maroc est fondamentalement différente de celle des nouveaux pays, comme l'Algérie. Pourriez-vous détailler un peu? Ah oui, alors ça c'est fondamental. C'est fondamental parce que... Est-ce que vous pouvez rapprocher le micro? Oui, vous m'entendez, ça résonne pas? C'est bon? C'est fondamental. Parce que le droit international, qui est un droit occidental, c'est un droit occidental, c'est un droit qui est né de 2 conflits mondiaux qui en fait étaient des conflits essentiellement européens. Il est né des ravages du premier conflit mondial et des ravages du second conflit mondial. Donc un droit qui a été inventé en Occident, entre guillemets, et qui prétend régenter la totalité de la planète, qui ne fonctionne pas selon les concepts occidentaux. Parce qu'il est bien évident que l'immense civilisation chinoise, l'immense civilisation indienne, la civilisation marocaine ne repose pas sur les principes individualistes
du droit et du juridisme occidental. Ceci étant, après les indépendances, au moment des indépendances, le droit international a mis en avant l'idée des frontières légitimes héritées de la colonisation, parce que nous étions en présence d'États nouveaux. Alors, ce principe des frontières héritées de la colonisation est à la limite valable pour une grande partie de l'Afrique, où il n'existait pas l'État-nation, comme l'État-nation marocain ou l'État-nation éthiopien. L'Algérie, qui réclame un référendum d'autodétermination pour une région qu'elle n'a jamais possédée et qui est une région marocaine, c'est-à-dire le Sahara dit occidental, n'a pas appliqué le principe d'autodétermination dans les territoires que la France lui a donnés et qui appartiennent au Maroc. Et là, il eût été quand même licite de demander aux populations du Gourara, du Zizikel, de Tindouf, etc., si elles voulaient être attachées à un nouvel État en dépit de leurs racines marocaines, ou si elles voulaient retourner à la mère patrie. Et ça, l'Algérie n'en parle pas. Parce que le but de l'Algérie, c'est de sortir de l'enfermement méditerranéen. Regardez la carte. Il faut toujours regarder une carte. L'Algérie, qu'est-ce que c'est? C'est un énorme ventre et une toute petite tête. Une toute petite tête sur la Méditerranée avec un grand ventre saharien. Or, la petite tête... Ça ressemble aux généraux algériens. Comment? Ça ressemble aux généraux algériens. Et un peu. Et la Méditerranée, c'est un peu comme la mer Noire, c'est un grand lac. Il suffit de mettre quelques mines dans 14 km. Quelques mines, vous fermez et la mer est fermée. Tandis que le Maroc, Tanger, Mauritanie, 1800, 2000 km de littoral, donc l'ouverture complète. Donc l'Algérie nourrit ce complexe géopolitique qui est la volonté d'ouverture vers l'océan. Alors, je précise une chose, c'est que l'Algérie est l'héritière de la fraction la plus ultra de l'Algérie française. Parce que dans les années 1922-23, les ultras de l'Algérie française avaient nourri le projet de créer une sorte de corridor au sud d'Agadir entre le territoire espagnol de la colonie espagnole du Sahara et Agadir pour que l'Algérie française puisse avoir une ouverture sur l'océan Atlantique. Et c'est Lyautey qui va l'empêcher. Lyautey va l'empêcher et Lyautey va être en but au ministère à Paris. Et Lyautey va réunir à ce moment-là une commission d'historiens marocains, français, et les services du protectorat vont publier un très très gros volume sur les sources marocaines de la souveraineté marocaine, à la fois au sud et dans les régions du Tidikel, Gourara, etc. Alors maintenant, allons vers la question de la Marche verte, qui fut une opération tout simplement sublime, alors audacieuse, risquée, mais qui a fini par atteindre ses objectifs. Mais vous dites qu'on a frôlé la guerre avec l'Espagne. Sa Majesté Hassan II a véritablement sauvé la situation parce que Sa Majesté a compris que parfois il faut savoir trancher le nœud gordien, parfois il faut savoir véritablement prendre une décision ferme. Jusqu'à présent, il l'avait joué sur l'aspect diplomatique, qui était très simple, très clair, avec négociations internationales, demande de négociations, se tournant vers la Cour internationale, etc. Le fruit était mûr. Il fallait y aller. Parce qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu la marche verte, eh bien, la négociation se ferait toujours de l'extérieur. Alors que là, c'est le fait accompli. Et puis, c'est terminé. Ce fait est accompli et il n'y aura pas de retour en arrière. N'avez-vous pas l'impression que la solution ne viendrait que de l'armée algérienne? Il peut y avoir des officiers, de jeunes officiers qui doivent se dire on en a marre et qui renvoient ces généraux à la retraite et qui prennent le pouvoir pour en finir avec ce problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, le problème, c'est que le chibanisme militaire est quand même fort en Algérie. Mais moi, j'ai connu pas mal d'officiers algériens parce que je suis professeur à l'école de guerre en France et à Saint-Cyr. Donc j'ai eu passé en des stagiaires à la fois quand il était lieutenant et quand on discutait avec ces Algériens, il y avait deux catégories. Il y a ceux complètement obtus qui ne fermaient pas et qui se méfiaient. Et puis certains avec lesquels pouvaient avoir des ouvertures, ils pensaient cela.
Mais personne ne va oser le dire. Personne. Le premier, celui qui a le malheur de le dire, c'est fini. Il va rejoindre les 120 autres généraux qui sont en prison. Merci M. Logan pour cet esprit. Vous avez parlé de deux puissances coloniales qui ont des archives de quelques siècles. Est-ce qu'il n'est pas... le temps est arrivé que ces archives soient publiées et lever le secret, parce qu'on est là maintenant presque 20 ans, et que le Maroc peut s'appuyer sur ces archives pour réclamer. Merci. Les archives qui sont à Aix-en-Provence, ouvertes, j'ai énormément d'amis marocains qui travaillent dessus. Et les plus intéressantes, selon moi, ce sont les archives militaires qui sont à Vincennes, qui sont ouvertes aussi. Et il y a des Marocains qui travaillent dessus. J'étais à Knitra il y a quelques mois à l'école d'état-major et j'ai donné à 2 jeunes collègues marocains le recueil de ces sources, ces archives, pour qu'ils puissent aller directement travailler. Parce que moi maintenant, j'ai passé l'âge, hein, il faut laisser les jeunes faire de la recherche. Je lui ai donné donc tout le recueil avec l'inventaire complet des archives qui peuvent intéresser le Maroc pour avancer dans cette recherche, notamment tout ce qui concerne Tindouf, Colomb-Béchar, etc. Parce que dans les années 1960, De Gaulle a proposé au Maroc de rendre au Maroc une partie des territoires qui avaient été arrachés au Maroc. De Gaulle s'entendait très bien avec Mohamed V, ils étaient très proches. Il ne faut pas oublier que Mohamed V était compagnon de la libération. Il ne faut pas oublier que quand il y a eu le débarquement à Anfa en 1942, et quand les troupes françaises ont combattu les troupes du débarquement, c'est Sa Majesté qui est intervenue auprès du commandement français, etc., pour obtenir un cessez-le-feu et la fin des opérations. Donc, des rapports qui étaient excellents entre De Gaulle et Sa Majesté.